on est ce soir dans une configuration un tout petit peu particulière, hein, parce qu'habituellement c'est Thierry Guidet qui officie à cette place avec Philippe Audic, le président du Conseil de développement. Il se trouve qu'ils sont tous les deux au fond de leur lit. Pour des raisons de grippe. Pas ensemble, parce que je commençais à sentir les mauvaises langues. Voilà. Pas ensemble. Voilà. Donc ce soir, on a sorti l'équipe des remplaçants, donc Gabriel Vitré, donc moi je suis secrétaire général du Conseil de développement, Jean Renard qui est le rapporteur général du Conseil de développement et Éric Varin qui est le directeur du CCO qui nous accueille ici. Alors, ce soir, on reçoit effectivement Thierry Pêche, alors à propos d'un livre qui s'appelle Le Temps des riches. Alors juste un mot de présentation, hein. Vous êtes le directeur du magazine Alternative économique. On a d'ailleurs reçu votre prédécesseur Philippe Frémaux il y a quelques temps pour parler de la crise et de la sortie de crise. Vous avez été aussi directeur des éditions du Seuil. Auparavant, je crois que même vous avez été conseiller à la CFDT du temps de Nicole Notat, si je ne m'abuse. Vous vous inscrivez sans doute dans cette tradition un peu des intellectuels, hein, de la CFDT, un peu comme Pierre Rosanvallon, dont vous êtes un des proches, et vous avez été aussi le secrétaire général de la République des idées, qui a été fondée aussi par Pierre Rosanvallon. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment Punir en démocratie, avec Antoine Garapon, un livre sur les ONG qui s'appelait Les multinationales du cœur. Je me demande si vous n'avez pas écrit des choses sur Rabelais dans votre jeunesse, je crois aussi. Donc voilà, mes fiches sont à jour. Vous avez été producteur d'émissions sur France Culture, et on vous entend toujours sur France Culture de temps en temps le dimanche matin dans l'émission de Philippe Meyer, l'esprit public. Voilà. Donc voilà pour le portrait. Donc cet essai intitulé Le temps des riches, anatomie d'une sécession avait retenu notre attention, et notamment celle de Jean Renard là, qui est à côté de vous, parce que justement il traite la question des riches sans se situer dans le champ de la morale ou de l'idéologie, et qu'il livre plutôt une analyse originale de ce qu'est la richesse en France. Et puis ça tombe bien, puisque le Place Publique, qui est en vente aussi à la sortie, sort un numéro qui est spécialement consacré à la question des riches. Qui sont les riches et où sont-ils à Nantes? Enfin, une histoire et une géographie de la richesse. Trouvé il faudra le demander aux auteurs. Ils en ont déjà sans doute repéré quelques-uns. Peut-être qu'il y en a dans la salle d'ailleurs déjà. Donc on est à la fois dans l'actualité locale et puis aussi dans l'actualité nationale, puisque la question des riches est très, très largement abordée. Alors la première question que je voudrais vous poser sur cet ouvrage, c'est d'abord qui est-ce qui est riche aujourd'hui, et à contrario, c'est une question qu'il faut se poser aussi, qui est-ce qui est pauvre, et quelles sont un peu les strates de la richesse aujourd'hui. Merci de ce portrait assez complet et sans faute. Et merci de m'accueillir. En préambule, je dois dire que je suis sensible à cette présentation, parce que vous avez bien dit que j'ai voulu faire un livre qui se tienne à distance d'une analyse morale de la question et d'une analyse idéologique de la question. Et c'est pas simple. Et je dirais même c'est de moins en moins simple. Plus le temps passe, plus souffle un esprit de revanche qui me semble peu cohérent avec mon idée de la justice sociale. J'essaierai de m'en expliquer, peut-être m'en donnerez-vous l'occasion dans les questions qui suivront. Alors, qui est riche, qui ne l'est pas? C'est quoi être riche? On pourrait passer la soirée là-dessus, évidemment. Il y a d'abord une définition subjective de la richesse, relative. Est riche celui qui gagne 2-3 fois plus que moi. Bon, si vous gagnez 1 500 €, ce qui est en gros le salaire médian en France, le salaire qui coupe la population française en 2 parties égales, eh bien vous regarderez quelqu'un qui gagne 3 000 ou 4 000 € comme quelqu'un de riche par rapport à vous. Bon. Et d'ailleurs, il y a une définition subjective de la pauvreté qui fonctionne de la même manière. C'est-à-dire, si vous êtes à 1 500 €, vous allez considérer quelqu'un qui gagne 750 € est pauvre ou pas loin de la pauvreté. Mais enfin, la pauvreté a un fond, alors que la richesse n'a pas de plafond. Donc la relativité est plus complexe par le haut que par le bas. Et d'ailleurs, lorsque vous vous intéressez à des gens qui sont millionnaires, il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus, ils vous disent qu'ils ne se considèrent pas comme riches, ils considèrent comme riches ceux qui gagnent à peu près ou qui ont 2 fois plus qu'eux.
Il y avait même pas loin d'ici, en Bretagne, un armateur breton qui disait, à force de fréquenter des gens extrêmement riches, il disait, mes clients ne sont pas très riches, ce sont des gens qui possèdent en gros 200 millions d'euros. Donc la richesse est très relative, et ce qui marque cette relativité, si vous voulez, c'est qu'elle est apaisante. On vit dans une société qui s'apaise et qui se berce d'illusions en pensant que les pauvres ne sont pas aussi pauvres qu'ils le sont en réalité, et que les riches sont toujours plus riches qu'ils ne le sont, toujours moins riches qu'ils ne le sont en réalité. Donc l'imaginaire social ramasse l'échelle des inégalités. La réalité de cette échelle est beaucoup plus étendue que ne le pensent spontanément les gens. Donc ça, c'est la relativité. Après, on peut fixer des conventions. Après, je dirais qu'il y a deux autres définitions. Il y a une définition conventionnelle, puis il y a une définition qui est à partir de quand on est proche de l'imaginaire de la richesse, c'est-à-dire de tout ce qu'on a en tête lorsqu'on dit les riches, la Porsche, le yacht, etc. etc. Donc la définition conventionnelle, elle est assez simple en fait. Ce serait le symétrique de la pauvreté. La pauvreté en France, elle est définie actuellement comme ceux qui gagnent moins de 60% du revenu médian. Donc vous avez ce revenu médian qui est l'équateur statistique de la population française, hein, celui qui coupe la population en deux, et vous considérez que celui qui gagne moins de 60% de ce revenu médian, eh bien, il est pauvre. Il est pauvre relativement aux autres, hein, mais on fixe une convention. On est toujours dans la relativité, mais on fixe une convention. De la même manière, on pourrait dire, eh bien, est riche celui qui gagne 2 fois le revenu médian. Ce serait logique, ce serait le symétrique dans l'autre sens. L'INSEE a toujours été réticente à cette définition, et d'ailleurs, d'autres le sont aussi. Mais c'est vrai que finalement, quand on gagne 3 000 € en France, on est au seuil des 10% les plus riches de la population. Et donc, on fait partie quand même du très haut de l'échelle. On fait partie du dernier décile. On entre dans le dernier décile de l'échelle. Et donc, cette définition conventionnelle, il faut la garder à l'esprit parce qu'elle correspond au vécu, d'une certaine manière, relatif des gens qui sont au centre de l'échelle des revenus en France. Et puis, il y a une troisième définition qui est celle que j'adopte. Vous pouvez oublier les deux précédentes, ça a été assez long, mais c'est la dernière qui va nous être utile. À partir de quand on se rapproche de ce qu'on imagine être la richesse, c'est-à-dire des signes extérieurs de richesse. Bon. Il est évident qu'avec 3 000 € par mois, on ne passe pas ses vacances à bord d'un yacht, on ne circule pas en Porsche, etc. On ne va pas dans des hôtels de luxe. Donc, on a beau être au seuil des 10% les plus riches de la population, on n'est pas dans l'imaginaire de la richesse et du luxe. Pour atteindre cette altitude-là, il faut aller chercher très très haut dans l'échelle, si vous voulez. Mais c'est une échelle assez particulière parce que ces barreaux ne sont pas réguliers. Si vous voulez. Plus vous montez, plus le barreau suivant est beaucoup plus loin. Hein, il y a beaucoup plus de distance à l'intérieur du 1% le plus riche de la population qu'à l'intérieur des 99% qui précèdent. Il y a beaucoup plus d'écart de revenus. Donc si vous allez chercher ce 1%, il faut gagner plus de 10 000 € par mois. Mais si vous allez chercher le 0,01%, il faut gagner en gros plus de 82 000 € par mois pour une personne seule. À chaque fois que je cite ces chiffres, dites-vous bien, c'est des chiffres pour une personne seule et ce sont des revenus déclarés au fisc. Ça fait deux échelles de relativité. On pourra s'en expliquer, mais le fisc comme l'INSEE ont un défaut en commun, c'est qu'ils identifient pas toujours très bien les revenus financiers. En gros, à 100 000 €, pour arrondir à la louche, hein, on entre dans le 0,01% du top de la richesse. Et là, on est à l'aplomb de l'imaginaire de la richesse et on est dans un groupe qui, effectivement, ces dernières années, a fait sécession. Alors voilà, j'ai essayé de répondre aux deux questions que vous me posiez, à la fois c'est quoi les riches et quelles sont les strates de la richesse. Après, il y a beaucoup d'autres considérations qui entrent en ligne de compte, et notamment le fait que tout en haut de cette pyramide sociale, le revenu d'activité n'est pas la source principale de revenus. Hein. C'est-à-dire que la majorité d'entre vous, peut-être pas tous, en tout cas c'est mon cas aussi, on tire l'essentiel de nos revenus de notre activité, de notre travail, alors qu'il soit salarié, libéral ou autre. Quand on est dans le 0,01% là, tout en haut, 50% au moins des revenus viennent du patrimoine.
Donc c'est une toute autre forme de richesse. Hein. Mais bon, on aura peut-être l'occasion de... Mais ce club des plus de 100 000 euros par mois, là, où vous dites qu'il habite sur de telles hauteurs sociales qu'il a fini par se couper du reste de la société, mais comment est-ce qu'on peut dater cette évolution-là et comment ça s'est opéré? Alors, ce qu'on observe depuis maintenant 15 ans en France, mais depuis beaucoup plus longtemps aux États-Unis, c'est un rythme d'enrichissement beaucoup plus rapide tout en haut de la hiérarchie qu'au milieu. Et ce n'était pas le cas dans les 30 Glorieuses. Hein. Ce n'était pas le cas même encore dans les années 70 en France. Il y a eu, ça c'est empirique, hein, si je prends par exemple 2004-2007, l'ensemble de la population voit croître son revenu d'à peu près 9%, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Bon. Enfin, l'ensemble de la population, les 90% du bas de la distribution voient croître leur revenu de 9%. Et dans le même temps, le 0,01% tout en haut, je vous passe le dégradé de situation, mais ça va augmentant de manière géométrique. Le 0,01% du haut de la distribution, lui, il voit ses revenus dans le même temps croître de 40%. C'est-à-dire qu'il gagne à peu près par personne 360 000 euros en plus en 3 ans, en 3-4 ans. Bon. Donc il y a une accélération de l'histoire assez fantastique et dont on ne s'est pas aperçu tout de suite parce que l'INSEE n'a pas voulu publier de données sur cette question. Hein, on savait ce qui se passait dans le dernier décile, le D9, là, et on ne savait pas ce qui se passait dans le 1% du haut, et encore moins si on faisait un effet de loupe à l'intérieur de ce 1%. On considérait comme c'est un îlot démographique, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Or, c'est justement parce que c'est un îlot démographique que ça a beaucoup d'intérêt, parce que ça raconte beaucoup la circulation des richesses dans un pays, une économie donnée. Donc, il y a eu une accélération de l'histoire. Quand elle a eu lieu, je vous dis en France, ça décolle il y a 15-20 ans et on s'en aperçoit bien après. Hein. Aux États-Unis, ça décolle il y a une trentaine d'années. Alors, pourquoi? Ça, c'est une autre question, vous ne me la posez pas, mais qu'est-ce qui a fait que ça s'est accéléré à ce moment-là? Il y a quantité de facteurs. On accuse beaucoup aujourd'hui les baisses d'impôts, c'est vrai. Enfin, il y a un relâchement du frein fiscal. Je pourrais détailler ça si vous voulez. On accuse un peu trop les individus d'avoir fait une espèce de hold-up, une aristocratie avec beaucoup d'entre-soi, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Il y a une mutation économique à l'œuvre dans ces années-là qui s'appelle qu'on pourrait appeler avec d'autres le capitalisme patrimonial, qui conduit à reconstituer de très grosses accumulations de richesses en haut de la hiérarchie des revenus. Et c'est ça qu'il faut analyser pour comprendre pourquoi ça s'est passé. Mais j'attends votre autorisation pour le faire. Mais ces ultra riches là dont vous parlez, ils font quoi dans la vie? C'est-à-dire qu'ils sont héritiers, ils sont rentiers, ils sont artistes, ils sont traders, ils sont patrons, ils sont footballeurs. C'est qui? Alors c'est drôle parce que j'avais un débat à la FNAC il y a quelques jours avec Charles Becbédé, Philippe de Sertine, des gens qui ne pensent pas tout à fait comme moi et qui disaient mais enfin... ce sont des entrepreneurs. Bon, ne crachez pas sur les entrepreneurs. Erreur. Grosse erreur. La plupart des entrepreneurs de notre pays ne sont pas dans cette catégorie-là. Pas du tout. Et vous savez, les très grosses rémunérations, ce n'est pas dans les PME qu'on les trouve. Ce n'est même pas dans les entreprises juste grandes. C'est dans les très grandes entreprises qu'elles se situent. Et donc, ceux-là, ils ne sont pas entrepreneurs. Ils ont été nommés par un conseil d'administration. Ils n'ont pas créé leur business, ils n'ont pas créé leur boîte, etc. Donc moi, j'ai rien, je tiens à le dire tout de suite, je n'ai rien contre les entrepreneurs créatifs, innovants, etc. Et au contraire, je pense qu'une société a besoin d'une classe d'entrepreneurs dynamiques, innovants, etc. Mais ce n'est pas là qu'on les trouve. Là, qu'est-ce qu'on trouve? C'est une question très intéressante et pendant longtemps, on n'a pas su y répondre. Hein. Pour ceux qui travaillent, parce que tous ne travaillent pas, pour ceux qui travaillent, si on en croit les données liées à la collecte des cotisations, parce que donc dans le secteur marchand privé, hein, les DAD, bon, en 1976, dans le 0,01% du haut de la distribution, on trouvait d'abord des capitaines d'industrie. 38% de ces gens-là étaient dans le secteur industriel. C'était donc des gens qui travaillaient dans des entreprises du secteur productif, manufacturier souvent, industriel. 30 ans plus tard,
ces capitaines d'industrie ne sont plus que 14%. En revanche, ceux qui ne pesaient que 6% en 1976, les cadres de la finance, forment 24% de l'effectif. Et le monde du service aux entreprises, au sens luxueux du terme, c'est-à-dire avocat d'affaires, consultant grassement rémunéré, forme à peu près 24% aussi. Donc vous avez la moitié de ce groupe qui n'est pas dans le monde, je dirais, de l'économie réelle productive, qui est dans le monde du service aux entreprises, dans le monde de la finance, etc. Ce qui est bien la trace de ce qui s'est passé dans ces années-là, c'est-à-dire un véritable boom de l'industrie financière. Vous savez, il y a 20-30 ans, les traders ne gagnaient pas ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Et ils ne menaçaient pas pour autant de partir avec la caisse et leur réseau de clients dans une entreprise plus offrante. Hein. Donc, qui c'est aujourd'hui les très riches? C'est toujours des acteurs, des footballeurs, etc. Mais c'est beaucoup moins qu'autrefois des capitaines d'industrie. Et c'est beaucoup plus des gens qui viennent du monde de la finance ou du service aux entreprises. Voilà. Le portrait général qu'on peut en faire. Du coup, si on parle de ces riches, est-ce qu'ils sont finalement, est-ce qu'ils sont aussi productifs que ça? Est-ce qu'ils sont utiles finalement les riches? Parce qu'il y a une idée répandue qui dit que les riches sont utiles à la société, parce qu'on appelle la théorie du ruissellement. Hein, vous l'évoquez dans votre bouquin avec la fable des abeilles de Mandeville, mais est-ce que cette idée-là se vérifie? Alors, oui, tout le monde est utile à une société puisque tout le monde est dedans. Donc, il y a des gens qui jouent plus ou moins le jeu, mais moi, j'ai pas envie d'en parler comme d'un groupe de traîtres. C'est pas le sujet. La théorie dominante, ces 10-15 dernières années, a consisté à dire plus on a de riches, mieux on se porte. Voilà. Plus vous accumulez de la richesse dans une petite catégorie en haut, plus l'économie sera dynamique, etc. Le problème, c'est que il y a beaucoup de prérequis pour que ça marche. Si vous voulez. Il faut vraiment d'abord que ces gens-là investissent, consomment, comme le raconte la théorie. Or, ils n'investissent pas nécessairement, ils ne consomment pas forcément beaucoup. C'est vrai qu'ils consomment plus que les autres, mais je veux dire, est-ce que vraiment ils font vivre l'économie réelle? C'est pas sûr. Ça mérite en tout cas qu'on le démontre. Ensuite, empiriquement, la théorie n'a pas marché. En réalité, on a fait tout ce qu'il faut pour que ces gens prospèrent, se sentent bien, ne payent pas trop d'impôts, ne soient pas lessivés par l'inflation quand ils font des placements. Hein, on a eu des politiques de désinflation qui ont quand même favorisé l'épargnant et le gros épargnant en particulier. Bref, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ces gens prospèrent. Bon. Et ils ont prospéré. Mais le ruissellement, l'autre partie du miracle, si vous voulez, c'est pas réalisé. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire ça pour qu'il y ait de l'activité, une dynamique, de la consommation, etc. Donc on est un peu pris au piège idéologique de cette théorie, qui est une vieille théorie libérale. Hein. Dans la littérature économique, ça remonte à Bernard de Mandeville au début du XVIIIe siècle. C'est effectivement la fable des abeilles. Laquelle fable des abeilles raconte quelque chose d'un peu plus compliqué d'ailleurs. Hein. La fable des abeilles, elle consiste à montrer que les défauts des riches sont une bénédiction pour l'économie. C'est pas inintéressant. C'est-à-dire que si on a des riches, dit Bernard de Mandeville, sous-entendu amateurs de luxe, gourmands, insatiables, etc., ceux-là, ils vont faire prospérer la ruche parce qu'ils vont consommer, etc. Mais si nos riches n'avaient pas tous ces défauts, s'ils étaient juste sobres, est-ce que la ruche prospérerait? Bon. Et si la richesse ne circulait pas dans la ruche? Vous voyez, c'est ça. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est une partie de la réponse que je n'ai pas faite à votre précédente question, c'est-à-dire quelle est la part des rentiers, ceux qui ne travaillent pas. J'ai répondu en vous parlant de ceux qui travaillent dans cet ensemble. Mais il y a tout de même aujourd'hui à l'œuvre des dynamiques de rente qui ne sont pas du tout cohérentes avec la dynamique productive recherchée, par exemple, dans le discours du trickle-down, du ruissellement. Et là, les derniers travaux de Piketty sont fantastiques, quoi. Ils font peur même. Je peux m'y arrêter un instant si vous m'y autorisez. Thomas Piketty, dans un article que vous pouvez lire sur son site, qui est en anglais, mais qui est un peu costaud, mais qui mérite qu'on essaye quand même, parce qu'on en sort avec des éléments de connaissance tout à fait nouveaux, à mesurer la part que représente le flux annuel d'héritage
dans le revenu national depuis 1820. Alors, le flux annuel d'héritage, c'est quoi? C'est l'addition en valeur de toute la richesse issue du passé. C'est-à-dire tout ce qui se transmet par donation et succession une année donnée. Vous le valorisez, faites un ensemble, vous dites voilà, ça pèse tant de milliards d'euros, hein, et rapporté au revenu national, c'est-à-dire au PIB, 80% du PIB, le PIB moins un certain nombre d'amortissements, etc., ça représente quoi? Vous voyez? Donc c'est ça l'agrégat. Et alors vous regardez depuis 1820 ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous observez? Tout au long du 19e siècle, qui est un siècle de croissance relativement lente, hein, on s'imagine les révolutions industrielles, mais en fait c'est un siècle qui croît très, très doucement, on a un flux annuel d'héritage qui se situe, qui bouge entre 23 et 26% du revenu national. C'est-à-dire que la part de la richesse issue du passé représente à peu près, une année donnée, un quart de la richesse produite. C'est beaucoup. C'est pas peu, c'est beaucoup. C'est même trop. Ça fait des sociétés fixes où les gens ne peuvent pas bouger. Et puis, au début du XXe siècle, la courbe commence à s'effondrer et elle va s'effondrer jusqu'à 5% au début des années 60, au début des années 50. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 2 guerres mondiales, bien sûr. Il s'est passé la crise des années 30, dépréciation d'actifs, destruction de capital, etc. Donc la part de l'héritage dans le revenu national s'est effondrée. Et au seuil des années 50, au seuil des 30 glorieuses, les revenus du travail augmentent beaucoup plus vite que les revenus du capital, du patrimoine, si vous voulez. C'est très difficile de vivre de son patrimoine. Et d'ailleurs, on connaît ça on peut avoir ça on peut retrouver ça dans la mémoire des familles. Hein. On peut avoir le souvenir de grands-parents ou d'arrière-grands-parents qui avaient, je dirais, une petite fortune foncière, qui vivaient de leur patrimoine et qui ont vu leurs enfants s'enrichir beaucoup plus vite qu'eux au sortir de la guerre, si bien qu'ils ont semblé pauvres par rapport à leurs enfants, alors qu'ils détenaient des actifs qui, 50 ans plus tôt, les classaient parmi les gens aisés de la société. Hein, c'est ces paradoxes-là qu'on décrit quand on évoque ces chiffres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dans les années 70, le flux annuel d'héritage a recommencé à croître. Aujourd'hui, on est à peu près à 12%. Et si on extrapole la courbe, on va revenir au niveau qui était le nôtre dans 5-10 ans, à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on entre à nouveau dans des sociétés où les logiques de rente et d'héritage sont les logiques qui ont le sens de l'histoire pour elles, si vous voulez. Et donc, ce qu'on observe à travers ces agrégats, ces chiffres, c'est tout de même une réinstallation de la rente dans les sociétés développées, qui sont les sociétés qui pourtant continuent de dire leur faveur à l'égard de la justice méritocratique, qui continuent d'expliquer à leurs enfants que si on travaille, on est récompensé. Bon. Or, les dynamiques d'héritage, évidemment, ne fonctionnent pas comme ça. Elles enferment la richesse dans des lignages. On va vers des paradoxes extrêmement coûteux si on continue sur ce chemin-là. Vous faites un parallèle entre ça et puis la difficulté de renouvellement des élites dont on parle, par exemple, dès l'école. On constate ces dernières années, ces dernières décennies, que finalement, ce sont les enfants de parents privilégiés qui parviennent à occuper des postes haut placés, alors qu'au début du XXe siècle, on avait encore, quand on était fils d'un paysan, au fin fond de la Bretagne, la possibilité d'accéder à des postes par le mérite. Et on a tendance à dire possibilité, mais rarement la réalité. En réalité, on peut dire que nos sociétés sont plus méritocratiques qu'elles ne l'étaient à l'époque. La question, c'est vont-elles le rester? Bon. Il y a un poids de l'héritage social qui a toujours été lourd, qui l'est encore aujourd'hui et qui risque de l'être davantage dans les années qui viennent, demain. Bon, c'est ça qui est problématique. Et ça, c'est aussi le résultat de l'arrêt en rase campagne de la démocratisation scolaire dans les années 90. Enfin, c'est un autre débat, on pourrait y venir, mais là où vous avez raison, c'est si on regarde les élites économiques et entrepreneuriales. Le capitalisme français reste un des capitalismes les plus familiaux du monde. Alors le capitalisme familial, en général, aux yeux des Français, il est paré de vertus fantastiques. Il a quelques vertus, mais il a aussi de très vilains défauts, le capitalisme familial. Il n'y a aucune raison de penser
que le fils de l'entrepreneur fondateur sera aussi génial que son père. Comme disait Warren Buffett, pour sélectionner l'équipe des Jeux Olympiques américaines de dans 20 ans, il ne servira à rien de sélectionner les enfants de ceux qui ont eu la médaille d'or 20 ans plus tôt. Donc, la transmission du pouvoir économique dans un capitalisme aussi familial n'est pas de nature à faire monter de nouvelles élites managériales reconnues pour leur talent ou leurs compétences. Et c'est une des difficultés du tissu productif français aujourd'hui. Alors c'est assez bien identifié. Malheureusement, Oseo qui a identifié ce problème, l'agence de financement, décrochez, je vous en prie. Qui? C'est vous? J'attendais, c'est lui. Oui, parce que c'est un instrument que je manie avec beaucoup de difficultés. Je le mets sur vibreur, moi. Je vous en prie. Oui, on était sur le capitalisme familial. Mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, cette reproduction finalement familiale, elle n'existe pas que dans le capitalisme, puisqu'on voit maintenant des générations d'artistes ou même de sportifs. Je pense au Noah, on parle du fils Zidane, après qu'il y a eu le fils Cruyff, etc. Mais la famille Hallyday, Depardieu, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de transmission d'un patrimoine. Il y a même un fils d'un chef d'État qui a failli être président de l'EHPAD à Nanterre. C'est vrai, mais qui n'y est pas parvenu. Il y a des noms de famille qui sont des marques. C'est ça qu'on peut conclure, surtout dans le showbiz. Oui, en réalité, Gainsbourg, qui n'est pas le véritable nom de la personne, Hallyday encore moins, curieusement, les enfants héritent du pseudonyme. C'est pas la magie de l'état civil, c'est celle de la transmission successorale. C'est autre chose. Et effectivement, quand vous êtes assis sur ce tas d'or que représente une marque connue, il n'y a aucune raison d'essayer d'en construire une autre. Il faut être malin comme le fils d'Higelin pour se faire appeler Arthur H. Vous voyez, c'est un défi quand même. Bon, c'est un petit clin d'œil quand même. Il reste le fils de quelqu'un. Mais bon, alors au-delà de la plaisanterie, moi je suis toujours gêné avec cette question. J'en ai un peu parlé dans mon livre parce que mon éditeur m'a dit qu'il faut en parler. Alors, ayant été éditeur moi-même, je me suis dit qu'il devait avoir des raisons de le penser. Et en même temps, voilà, on a le droit d'être l'enfant de quelqu'un de célèbre et d'avoir du talent. Et c'est pas parce que... Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison d'être puni ou récompensé d'être l'enfant de quelqu'un. C'est vrai aussi dans l'industrie, tout le monde ne s'appelle pas Lagardère dans l'industrie. Absolument. Mais d'ailleurs, là, cet exemple-là illustre plutôt le fait que les enfants ne sont pas forcément aussi géniaux que leurs parents. C'est une plaisanterie qui, dans les milieux d'affaires, a fait son temps et finit par être un peu usée, mais on n'est pas dans les milieux d'affaires, donc nous, ça peut encore nous faire rigoler. Donc, alors... Plus sérieusement, moi j'hésite beaucoup à montrer du doigt ces problèmes, mais il me semble révélateur de quelque chose. Si on les regarde sérieusement, sans essayer de stigmatiser telle ou telle personne, finalement Charlotte Gainsbourg a du talent. Enfin bon, donc il n'est pas du tout de mon propos de dire ces enfants, parce qu'ils sont des enfants de célébrités, sont nuls. C'est pas vrai. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on commence dans ce milieu-là. Voilà. On commence à partir d'une rente. On part d'un héritage et on fait fructifier cet héritage. Alors, c'est pas simple de faire fructifier un héritage. C'est déjà bien, j'ai envie de dire. Mais évidemment, il y a aussi ceux qui n'ont rien dans leur berceau. Et l'égalité de départ est évidemment pas assurée. Oui, c'est aussi le signe qu'après l'industrie, la culture devient une véritable économie. Je crois que c'est 3% du PNB, le poids de la culture. Donc c'est aussi le signe de tout ça. Puis vous l'avez bien dit, le capital que représente une marque, y compris dans ce domaine-là, c'est intéressant. Si on revient à cette question de la sécession, là, justement, des ultra-riches, pourquoi finalement la démocratie, enfin notre système démocratique a laissé faire ça? Dans votre livre, vous dites que finalement c'est pas un accident historique, c'est le produit du fonctionnement de la société. Oui, alors là on entre dans les considérations les moins consensuelles de mon livre, mais je les assume totalement. Je ne fais pas partie, contrairement à Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, de ceux qui pensent que les ultra-riches ont réalisé un hold-up. Je caricature leur thèse. Évidemment, il faudrait plus fin que ça. Mais je ne fais pas partie de ces gens-là parce que je pense que la tolérance de la société à ces formes d'enrichissement a été active et d'une certaine manière lucide. Voilà.
je sens un silence gêné autour de ces propos. Mais, par exemple, un des facteurs du décollage des ultra-riches, c'est le relâchement du frein fiscal. Donc là, les baisses d'impôts. Les baisses d'impôts qui, depuis 2000, d'après le rapport Champsaur-Cotis, représentent quasiment 20 points de PIB en cumulé. C'est énorme. Donc c'est une grosse part de la dette publique. Bon. Donc c'est 400 milliards d'euros sur 10 ans. C'est beaucoup. Hein. Prenez le micro, Jean-René. Avant de venir ici, je regardais sur Internet, j'ai encore reçu 2 avis comme quoi il fallait que je cotise à la loi Cellier et puis que je m'intéresse au futur de mes enfants au point de vue héritage de la part de... Je donne le nom de Gann Patrimoine. Alors je ne sais pas pourquoi je cherche tout ça. Ce qui veut dire que les gens dits aisés qui sont à plus de 3 000 € par mois reçoivent aussi ces invitations en quelque sorte à défiscaliser. Et combien ici, peut-être dans la salle, de gens ont profité de ces fameuses défiscalisations, ces niches fiscales diverses et variées. Absolument. Mais le bénéfice que vous pourrez en tirer, je ne connais pas vos revenus, est infiniment moindre que ceux que les ultra-riches peuvent en retirer, rassurez-vous. Donc, prenons cet exemple du relâchement du frein fiscal. Et pas seulement pour des raisons de niche fiscale, pour des raisons de baisse des taux, de resserrement des assiettes, etc. Ces décisions-là ont été prises par des majorités élues, et pas par des majorités élues qui ont fait ça en catimini nuitamment à l'Assemblée nationale, par des majorités élues qui ont mis ça dans leur programme, et qui ont été élues pour ça. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a eu un consentement collectif à l'antifiscalisme ambiant des années 2000. De droite et de gauche, d'ailleurs. De droite et de gauche. Effectivement, au début, c'est de gauche, même au début des années 2000. Bon. Donc, moi, je ne peux pas accepter l'idée qu'il n'y aurait pas eu un consentement, une tolérance grandissante aux formes d'enrichissement qu'on juge aujourd'hui les plus insupportables. Il y a un retournement de la sensibilité. Mais au fond, on a plus ou moins tous participé, enfin, moi moins que d'autres, mais on est beaucoup à avoir participé à ce mouvement. Et pas simplement par l'exemple que je viens de donner. On pourrait considérer que l'attitude collective à l'égard des très riches n'est pas si simple que ça. Elle n'est pas faite que de sentiments d'injustice, de ressentiment ou de scandale. Bon. Elle est aussi faite de fascination et d'envie. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas parce qu'on rêve tous ? Bien sûr, bien sûr. Et donc on est typiquement dans ce que Rosan Vallon appelait le paradoxe de Bossuet. Voilà. Il y a des phénomènes dont on déteste collectivement les causes, les effets, alors qu'on en nourrit individuellement chaque jour les causes. Et prenez l'exemple de la mixité sociale, on en parlait juste avant cet échange. Comme citoyen, on est pour la mixité sociale et comme parent d'élève, voilà, on essaye de s'arranger autrement avec la réalité. Et il n'y a pas de raison de demander à des gens, pour être de bons citoyens, d'être de mauvais parents, et réciproquement. Donc on est dans des contradictions. Évidemment, tout ça n'est pas simple. Bon. Moi, j'ai vu des tas de gens venir me voir après la sortie de mon livre en me disant « fantastique », et puis ils rentraient chez eux, et je sais comment ils élèvent leurs enfants, ce sont des amis, et ils les élèvent dans l'appât du gain, l'ambition de gagner beaucoup d'argent, de réussir socialement, de manière individuelle. Et bon. Donc, on a des rapports très ambigus avec la richesse. Donc, ce qui a permis le décollage des ultra-riches, c'est aussi ce facteur social et culturel. Ça n'est pas que lui, naturellement. S'il n'y avait pas je n'ai pas eu le temps de les développer, mais les mécanismes du capitalisme patrimonial, cette tolérance sociale grandissante n'aurait pas produit grand-chose. Mais enfin, elle est là et elle fait partie de l'équation. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, si vous voulez, de régler ce problème de la sécession des ultra-riches. Parce que ce n'est pas qu'un problème fiscal, arithmétique, technique, si vous voulez. La nouvelle tranche marginale de Hollande à 75%, personnellement, je suis pour. Mais il ne faut pas rêver. Ce n'est pas ça qui va régler un problème culturel. Oui, parce que la sécession, elle est aussi géographique. C'est-à-dire que tous ces ultra-riches ne résident pas forcément en France.
Et s'il n'y a pas, là aussi, au point de vue de ceux dont je parle, ils acquittent leurs impôts en France, donc ils vivent ici. Ceux qui s'évadent, ils ne sont pas si nombreux que ça. Enfin, on pourra en parler si vous voulez. Les chiffres dont on dispose sont, très modestes par rapport à la peur que... Je crois que c'est à peu près 800 l'année dernière. D'évadis fiscaux. Oui, alors évidemment, quand on veut faire parler ces chiffres, on ne les donne pas en valeur absolue parce qu'ils sont ridicules. On les donne en tendance. Et on dit que ça a progressé de 30%. Vous dites, oh là là, 30%, oui, mais ils sont passés de 500 à 800, quoi, en gros. Bon, non, ça ne fait pas 30%, ça fait plus, c'est 55%. Mais oui, on joue sur les tendances et les volumes pour effacer le truc. Et en réalité, on ne connaît pas bien le phénomène. Il ne faut pas trop se rassurer avec ces chiffres-là parce qu'ils ne sont pas si sûrs que ça non plus. Il y a un bouquin ils sont sortis dans la presse la semaine dernière. Et puis, c'est une raison de plus de s'en méfier. Il montrait une progression qui aurait cru justement pendant les 5 dernières années, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Il y a un bouquin qui va sortir, là, je vous l'annonce, le 22 mars, qui est fait sur des données extrêmement originales concernant UBS France et la manière dont UBS France, banque suisse, vient recruter les très riches français. Je vous assure qu'on est plus modeste avec ces chiffres à la sortie quand même. Ils ont fait un travail de drainage assez fantastique. Bon, toujours, voilà, en gros, pour répondre à votre question, je dirais que le problème que posent à la société les ultra-riches n'est pas qu'un problème technique, économique, financier, comptable, fiscal, c'est aussi un problème culturel. Et si on va au bout de cette réflexion, elle devient quand même beaucoup plus intéressante et en même temps, c'est pas facile de répondre aux difficultés qu'elle soulève. On en vient à considérer que nos sociétés s'épuisent à fabriquer des champions qui ont pour caractéristique de leur tourner le dos, de lui tourner le dos. C'est ça qui est paradoxal, si vous voulez. On dit à nos enfants, de manière subliminale ou explicite, réussir dans la vie, c'est quand même gagner de l'argent, hein, c'est progresser. Toute la société leur dit ça, même si on ne leur dit pas nous-mêmes. La société, elle raconte ça. Les textes de rap racontent ça, par exemple. Enfin, il y a un fétichisme de la richesse matérielle dans notre culture qui a rarement été aussi développé. Il faut en avoir conscience, hein, et il ne faut pas regarder ça en disant « c'est pas moi, c'est les autres ». On fait partie du truc à un moment ou à un autre. Voilà. Par la forme par les marques de nos montres, de nos chaussures. Enfin bon, bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc, on a créé ça, hein, on a créé ce fétichisme, et pour le justifier, on laisse se répandre le discours selon lequel, finalement, si on est riche, c'est qu'on l'a bien mérité. Vous voyez ? Or, c'est pas vrai. Il y a une part à la chance, il y a une part au mérite, bien sûr, mais il y a aussi une part à l'héritage, il y a une part... Et tous ces facteurs n'ont pas de place dans le discours ambiant. Voilà, dans le discours ambiant, on vous explique que les riches, c'est des riches entrepreneurs. Ben non, c'est aussi des riches rentiers, c'est aussi des gens qui ont été nommés, qui ont pris aucune initiative, qui n'ont rien créé. Bon, c'est aussi tout ça. Donc, c'est tout de même intéressant. Comme disaient deux physiciens récemment pour illustrer la part de la chance dans la réussite, ils disaient, vous mettez 500 singes dans une salle des marchés, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un mois, il n'y en a aucun qui aura écrit un poème d'Éluard, mais il y en a un qui sera devenu aussi riche que George Soros. Voilà. Donc, il y a une part à la chance. Bon. Et comme en plus... l'exemple serait encore plus drôle si on prenait des moutons, parce qu'ils seraient un peu plus proches des mécanismes à l'œuvre dans ces milieux-là. Vous savez, c'est des milieux où on dit sans rire, sans plaisanter, on dit en matière de finance, il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Et effectivement, on gagne plus d'argent en ayant tort avec tout le monde. Je reviens sur cette histoire de fascination de la richesse. Dans votre livre, vous citez une enquête Ipsos qui dit que 56% des sondés pensent que le principal but dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Est-ce que cette question de la richesse, c'est pas devenu finalement le mode de réalisation de l'individu aujourd'hui, enfin de l'autoréalisation, comme on dit aujourd'hui? C'est la richesse, c'est le but, c'est une espèce de but religieux presque. Ah ben c'est de cet ordre-là, c'est sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les enquêtes, et on a des enquêtes qui sont assez homogènes, hein, depuis 20-30 ans, qui posent cette question de la place de l'argent. En France, les sondeurs ont beaucoup travaillé cette question de l'argent parce que le préjugé, c'était qu'on avait un complexe, un problème avec l'argent, que l'argent était tabou. Enfin,
toutes ces salades. Ça a été vrai il y a longtemps, mais franchement, aujourd'hui, c'est plus le sujet. Les journalistes continuent à se repasser ça en boucle, mais on ne vit pas dans un pays où il y a un tabou de l'argent. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de tabous sur l'argent, justement. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là que je prendrais la question. Et donc, ces enquêtes sur 20-30 ans, elles montrent une progression très nette de la place de l'argent dans la réussite, dans ce que les individus pensent être une vie réussie. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est un constat. Ça ne va pas cesser. Ce n'est pas parce que demain, les Français voteraient pour quelqu'un qui propose un taux marginal à 75%, qui cesserait de considérer à titre individuel qu'une vie réussie, c'est une vie économiquement et monétairement réussie. C'est un fait dont il faut tenir compte. On passe trop souvent à côté de cette réalité-là. Et si on revient aussi sur la fiscalité, enfin sans revenir sur la taxation du million, de 75% du million d'euros, mais dans votre livre, vous évoquez un moment l'idée d'un bouclier fiscal à l'envers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? J'essaie de me souvenir ce que je voulais dire. C'est dans Vous parliez d'un taux plancher. Ah oui. Ah bah oui. Oui. Ah si, c'est une très bonne idée ça. Ça, c'était en relation avec les niches fiscales. En fait, et d'ailleurs, ça a été fait pour partie par ceux-là même qui ont fait le bouclier fiscal. C'est assez étrange. Hein. Je veux dire, si on raconte les choses honnêtement, Fillon a fait une partie du chemin en direction du bouclier social. Bon. En gros, les niches fiscales pèsent aujourd'hui très lourd en France. C'est un manque à gagner important. Les niches fiscales, quand on dit ça, on parle des niches fiscales classées, mais vous savez qu'il y a aussi des niches fiscales déclassées, dont on ne parle jamais, qui sont encore plus lourdes financièrement. Hein. Si vous êtes amateur de la littérature budgétaire de l'État, en général, on se compte un peu sur les doigts de la main, mais vous trouverez à l'annexe 2 de l'annexe sur les voies et moyens du projet de loi de finances la liste des niches fiscales déclassées. Donc il faut aller un peu en zone profonde, il faut prendre un scaphandre, mais une fois qu'on y est, je vous assure, on voit des espèces fiscales sous-marines absolument splendides. Des trucs... des exemples, la niche mère-fille, ça ne vous parle pas, ça. C'est une très belle anémone de fonds marins fiscaux qui avait une justification tout à fait acceptable, mais qui a servi d'instrument d'optimisation fiscale absolument scandaleux. En gros, la niche mère-fille, c'est un dispositif qui permet à une société mère de ne pas être imposée 2 fois sur les bénéfices de sa filiale, si vous voulez. La filiale fait des bénéfices, elle est imposée, mais la holding lui facture un certain nombre de services, de coûts de transfert, etc. Eh bien, la partie qui va monter à la holding ne pourra pas être taxée parce que les bénéfices ont déjà été taxés. C'était juste pour éviter la double imposition. Mais alors, ça a permis d'étaler la confiture sur la tartine, d'aller loger les bénéfices dans les filiales les plus déficitaires, etc. Bon, ça a été un instrument d'optimisation fiscale fantastique. Aujourd'hui, la niche mère-fille, elle pèse, pense-t-on, c'est le législateur, ce sont les députés, elle pèse 30 milliards d'euros. Je ne vous ai pas donné celle-là au hasard, hein. C'est la plus jolie que j'ai dans ma poche. Donc 30 milliards d'euros, c'est la première niche fiscale en France aujourd'hui. C'est compliqué. On ne va pas demain rétablir la double imposition, ce serait stupide. Mais en même temps, il faut faire quelque chose pour arrêter la casse, quoi. Mais c'est ce qui est étonnant quand des néophytes comme nous entendent des experts parler de fiscalité, on a l'impression que c'est un Everest qu'on ne peut pas escalader. Est-ce que c'est réformable ? Attendez, mais je vais au bout, de la réponse, pardon, parce que j'ai fait un long détour. C'est pour vous dire que les niches fiscales, c'est pas un petit truc, c'est beaucoup d'argent. Et plus vous montez dans la hiérarchie des revenus, plus le bénéfice individuel qu'on peut en tirer est élevé. Et contrairement à ce qu'on vous raconte, les niches fiscales sociales sont minoritaires par rapport aux autres niches fiscales. Quand vous reprenez les déclassés et les classés, vous regardez le poids relatif des niches fiscales sociales, prime pour l'emploi, etc., vous apercevez que ce n'est pas grand-chose. Ça existe, etc., mais ce n'est pas le gros du bazar. Bon.
Donc l'idée d'un bouclier social, c'était de dire, il y a un taux d'imposition minimum. C'est-à-dire, vous exploitez les niches, etc. Vous ne pouvez pas continuer à les exploiter dès lors que leur exploitation vous ferait tomber en dessous d'un certain taux d'imposition. Mais de fait, le plafonnement des niches fiscales qui a été mis en place, il va dans cette direction. Alors, il n'y va pas... le problème, c'est toujours les exceptions assez nombreuses qui sont faites au principe. C'est aussi que le plafonnement est quand même assez mou du genou. Mais le principe, c'est celui-là. Mais c'est un bouclier fiscal à l'envers. Mais je trouverais ça très bien. C'était ça la proposition. C'est de dire, voilà, il y a un taux d'imposition minimum. C'est comme ça. Voilà, quand vous arrivez à ce taux-là, vous ne pouvez pas descendre en dessous. Ça éviterait que parmi les ultra-riches, il y ait dans notre pays des gens qui payent 0 impôt sur le revenu. 0. Et est-ce que cette sécession des ultra-riches, là, on peut revenir dessus? Enfin, est-ce que c'est quoi le nouveau modèle de la solidarité ou de l'égalité qu'on peut inventer? Alors, la question peut nous occuper toute la nuit, mais... Non, oui, enfin, on va éviter, parce que j'ai un train, et puis vous avez des... faut rentrer chez soi. Moi, je crois que on a laissé l'État-providence faire oublier la dette sociale. Voilà. C'est-à-dire cette idée simple, républicaine, qui est une idée que les républicains de la fin du 19e siècle ont poussé, développé pour qu'enfin soit créé un impôt sur le revenu qui à l'époque n'existait pas et qui va être créé en 14 à l'ombre de la guerre pour de toute autre raison. Quelqu'un comme Léon Bourgeois, grand philosophe et homme politique solidariste de la fin du 19e siècle, développe cette idée que on doit tous beaucoup à la société qui nous a vus naître, qui nous a protégés, qui s'est occupée de notre santé. Tout ça, on ne le doit pas à sa famille seulement, on le doit à un environnement plus vaste. Et d'une certaine manière, quand je mets mes lunettes sur mon nez, je mets sur mon nez des siècles de connaissances, de techniques, de culture. Bon. Je suis, comme vous tous, le dernier des hommes d'une très longue file d'hommes à qui je dois beaucoup, parce qu'ils ont inventé les lunettes, la charrue, etc. Donc je dois beaucoup à tous ceux qui m'ont précédé et à tous ceux parmi lesquels j'ai grandi. Chaque individu est débiteur. Mais ce caractère débiteur de la vie sociale a été totalement occulté par la forme même de l'État qu'a prise l'État-providence depuis 30 ans. Et je crois que c'est ça la difficulté dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'on a réussi ce tour de force de créer des individus. J'ai dit ça un jour à la radio en forme de plaisanterie, mais finalement je trouve que l'expression est bonne. Des individus qui se prennent pour des animaux de la jungle, des rois de la savane, et qui sont des plantes de serre. Voilà. Les individus contemporains, pour réussir, pour se développer, etc., ils ont besoin de conditions de pression et de température tout à fait spécifiques. Hein. On n'a jamais grandi dans des sociétés aussi sûres qu'aujourd'hui. Les sociétés développées d'aujourd'hui sont non seulement les sociétés les plus sûres du monde, mais les sociétés les plus sûres de l'histoire humaine. Bon. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut devenir riche, faire des affaires, être innovant, créer des associations, que sais-je. C'est ce contexte-là. Bon. Mais tout ça s'est fait oublier sous voile d'ignorance, d'une certaine manière. Hein. Et si vous tendez le micro aux gens qui sont ultra riches aujourd'hui, ils vous disent que s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils avaient du talent, de l'imagination, etc. Et ils oublient complètement les autres facteurs, sans lesquels ils n'auraient probablement pas réussi. Ils mettent de côté. Et je crois qu'on a laissé... Comment dire, on a oublié la dette sociale en chemin. Il faudrait que l'État-providence rappelle la dette sociale. Voilà. Il faudrait rappeler aux individus qu'ils ne se doivent pas tout à eux-mêmes. Il faudrait les sortir de ce solipsisme. Culturellement, c'est ça le cap qu'il faut doubler dans les années qui viennent si on veut vraiment sortir de la sécession des ultra-riches. C'est pas simple. Ça se joue dans les écoles, ça se joue là, dans les échanges qu'on a, ça se joue sur le forum démocratique. Voilà, moi je crois beaucoup à ça. Il y a une évidence de la dette sociale. Quand vous le racontez, les gens comprennent ce dont on parle. Chacun sait où il a grandi. Chacun comprend à ce moment-là, reconnaît ce qu'il doit au monde dans lequel il a grandi. Mais cette dette,
n'est plus assez explicite, n'est plus assez rappelée, n'est plus assez consciente. Et cette reconnaissance, ça n'a pas un rapport avec la morale, justement, parce que je sais bien qu'on a prévenu au début de ce débat qu'on n'aborderait pas cette question-là, mais ça quand même la question que vous soulevez là, de la reconnaissance de l'héritage, c'est un rapport avec la morale. Et je ne sais pas si vous avez vu dans Le Monde, je crois que c'est il y a 15 jours, une étude américaine qui faisait un parallèle entre la richesse et on va dire, et une morale élastique. Ils avaient, aux États-Unis, fait un certain nombre d'études, en particulier en regardant à un feu rouge le comportement des propriétaires de véhicules. Et ils ont fait la démonstration que plus le véhicule était gros, moins on était civique. Alors bon, ceci. Oui, mais ça, je crois que c'est l'interprétation de ce... Enfin, ça, c'est typiquement américain. L'analyse de la richesse, c'est l'analyse de la cupidité. C'est les individus greedy. Hein. Le greed est revenu en force avec la crise de 2008. Alors, pourquoi moi je pense que l'histoire de la dette sociale, tout ça, c'est pas de la morale, mais de la philosophie sociale. La morale consiste à évaluer le comportement des individus à partir du bien et du mal, d'une certaine manière. Moi, je pense que si on n'éduque pas au rappel de la dette sociale, ça vient pas tout seul, si vous voulez. Il n'y a pas des individus plus ou moins bons. Hein, on est tous assez oublieux de ce qu'on doit à son environnement si on ne se le rappelle pas régulièrement. C'est pas agréable de payer des impôts, parce que concrètement, le rappel de la dette sociale, c'est la contribution fiscale, par exemple. Hein. C'est jamais agréable. Je connais personne qui se dise « chouette, je vais pouvoir payer mes impôts ». Sauf Jamel Debbouze, qui avait dit « mes parents ne payaient pas d'impôts, moi j'en paye, et je trouve que c'est classe. Voilà, je suis quelqu'un. » Bon. Donc effectivement, il peut y avoir ce rapport à l'impôt, mais c'est tout de même assez rare. Donc ce n'est pas un problème moral, c'est un problème vraiment de fonctionnement social. En plus, dans l'étude que vous citez, moi j'ai entendu parler de cette étude, puis j'ai lu le truc. Je ne suis pas complètement d'accord avec l'interprétation qui est faite du phénomène. En gros, vous vous mettez à un carrefour et vous regardez les bagnoles qui grillent le feu rouge. Et effectivement, c'est des bagnoles chères. Donc, c'est des gens riches qui grillent le feu rouge. Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins respectueux de la morale ou est-ce que c'est parce qu'ils ont les moyens de payer l'amende? C'est ça la question. Je vais vous raconter une histoire assez drôle. Quand on pense que tout a un prix, on peut oublier la valeur de tous les objets qu'on essaye de mesurer. Typiquement, vous prenez une école où il y a des parents qui arrivent à l'heure et des parents qui arrivent en retard pour venir chercher leurs enfants. Alors vous vous dites... Bon, j'en ai marre des parents qui arrivent en retard parce qu'ils obligent l'équipe à travailler au-delà de ses heures normales. Donc, je vais leur mettre une amende. Et je vais leur dire, écoutez, maintenant, si vous arrivez en retard, ça vous coûtera le prix d'une heure de babysitting. Cette expérience a eu lieu aux États-Unis, etc. Donc, typiquement, quand on pense quand on met un prix sur les choses, ça va mieux. Vous allez voir ce qui se passe. Ils ont fait ça. Et dans les 3 mois qui a suivi, il y avait beaucoup plus de parents en retard. Parce que tout à coup... ça ne coûtait finalement qu'une heure de babysitting d'arriver en retard. Là, vous voyez, c'est pas de la morale, ça. C'est juste de l'économie. Et donc, ils se sont empressés d'abolir cette mesure. Autre exemple, dans les dons du sang. J'en termine, mais j'ai une batterie d'exemples comme ça, assez drôle, donc j'en profite. Hein. Vous m'arrêtez si vous trouvez ça... je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est aux États-Unis encore, il y avait une crise des dons du sang. Il n'y avait pas assez de donateurs. Donc ils se sont dit, bon, on va payer. Et ils ont payé 10 ou 20 $, je ne sais plus. Bon. Et les donateurs ont été encore moins nombreux. Ils se sont demandé pourquoi. Et ils se sont aperçus que le don du sang est perçu par les donateurs eux-mêmes comme un geste grandiose. Un geste grandiose, soit c'est complètement gratuit, soit c'est hors de prix. Mais ce n'est pas 20 $. 20 $, c'est une humiliation, c'est une insulte à la générosité et à la grandeur du geste. Donc soit c'est 0, et là vous trouvez des donateurs, peut-être pas assez, mais ils sont dans la logique du don, soit c'est très très cher, et c'est hors de prix, c'est pas la peine d'essayer, parce que vous n'aurez jamais assez d'argent pour acheter le sang. Donc je crois que l'amende est un système de prix, et qu'elle ne traduit pas des comportements moraux, elle traduit des comportements assez utilitaristes. Vous pouvez très bien faire l'hypothèse que les mecs qui grillent le feu rouge et qui ont une Jaguar se disent « l'amende, moi je la paye quand je veux ». Jean Renard, puisque vous avez largement participé là, au numéro de Place Publique sur
Sur les riches à Nantes, vous avez sûrement une question, voire plusieurs questions. Oui, alors, une première question, c'est où sont-ils ces riches? Moi, je réagis en tant que géographe. Ces ultra riches, ils ont tout de même des... Si on reprend le couple Pinson, ils ont des ghettos où ils ne sont pas n'importe où. Ouais, ben est-ce qu'à Nantes, par exemple, il y a beaucoup d'ultra riches? Est-ce qu'ils ne sont pas d'abord à Paris, sur la Côte d'Azur, ou à Genève Moi, j'ai pas beaucoup travaillé ces questions. Effectivement, le couple Pinson-Charlot les a beaucoup plus travaillés. Je ne saurais pas répondre. Je crois, comme eux, qu'il y a une concentration territoriale, bien sûr, de la grande richesse. La richesse moyenne, c'est simple. Hein. Vous vous mettez un jeudi après-midi, gare de Lyon, et vous suivez un retraité. Et vous allez trouver des endroits magnifiques en France. Il a un peu de moyens, il sait où il va, etc. Mais la grande richesse, c'est peut-être plus compliqué. Je ne sais pas répondre. J'ai pas fait ce travail, c'est pas un aspect que j'ai travaillé dans mon livre. Donc, Et sur le cumul des signes extérieurs, est-ce que vous avez des éléments ou des anecdotes à nous donner? Non, parce que moi, enfin... Vous pensez au Rolex, à tout ça? Oui, de le Rolex à la résidence secondaire, en passant par je sais pas moi, l'inscription à un club de polo ou de golf. C'est ce cumul qui fait la richesse. Parce que bon, oui, si on vient sur le cas nantais, avoir une résidence secondaire sur le littoral, c'est pas forcément un élément de richesse. Ça peut être un élément d'héritage. J'ai des collègues ici dans la salle qui ont des résidences secondaires sur le littoral et qui, à mon avis, ne sont pas ultra riches. En tout cas, ils le dissimulent s'ils le sont. Je crois qu'il faut distinguer les signes extérieurs et la richesse elle-même. Une part de la richesse se cache. Je pense que la plus grande part de la richesse s'entoure de discrétion. On peut montrer sa voiture, on peut montrer sa résidence, mais ce qu'il y a sur son compte en banque, on le montre plus rarement. Or, c'est sur le compte en banque qu'est la vérité de la richesse. C'est pas tellement... à un certain niveau de revenus et de patrimoine, les signes extérieurs, c'est rien. Une Rolex, c'est un gadget, si vous voulez. Et je dirais que, d'ailleurs, quand on monte tout en haut, la Rolex, c'est presque vulgaire, quoi. Donc, les signes extérieurs... Alors, ça veut dire les signes extérieurs, ils ont une fonction sociale, ce que disait Veblen dans la classe de loisirs à la fin du 19e, il disait ils ont une fonction sociale, c'est de marquer la course à l'estime et d'être l'horizon de réalisation pour les autres. D'appeler le reste de la société vers cet horizon de conquête. La Rolex, la bagnole comme ci, les vacances ici plutôt que là, etc. Bon. Donc, c'est le côté... imaginaire dynamique de la richesse qui fait que la société essaye de se parer des mêmes attributs. Pour que les riches ne courent pas de risques dans des sociétés égalitaires, il faut absolument qu'ils fassent rêver. Le jour où ils arrêtent de faire rêver, alors là, ça peut très mal se passer, si vous voulez. Ce n'est pas une plaisanterie, ce que je dis. Il y a une fonction enchanteresse de la richesse dans les sociétés démocratiques. Et on ne peut pas l'ignorer complètement, si vous voulez. Et le jour où la richesse cesse de faire rêver, à ce moment-là, le sentiment d'injustice peut être beaucoup plus violent. Je pense ça. Et d'autre part, ça c'est une... On peut très bien concevoir que la majorité des gens détestent les riches et adorent la richesse, quoi. C'est un paradoxe. C'est comme disait Camus dans L'Homme révolté... l'humanitarisme dispense certains d'aimer les hommes. On peut avoir un rapport abstrait à la richesse comme synonyme de réussite, de mérite, etc. Et en même temps se scandaliser ou ne pas aimer les riches eux-mêmes. Bien, le but du jeu, c'est aussi de vous donner la parole. Donc il y a un micro qui peut circuler. Je ne doute pas que vous ayez beaucoup de questions. Oui, je voudrais faire une brève remarque et vous poser une question, monsieur. La remarque, c'est Est-ce que vous pourriez éventuellement vous présenter avant de nom, oui, je m'appelle Alain Croix. La remarque, c'est qu'il est rare, à mon avis, d'avoir un intervenant aussi solide et aussi brillant, et je vous le tenais à le dire.
La question, j'ai compris et apprécié votre souhait de ne pas entrer dans une approche ou un jugement idéologique, mais je m'interroge un petit peu en prenant comme exemple deux de vos propos. Quand vous évoquez, je vous cite, le discours ambiant, est-ce que ce n'est pas une manière, en réalité, de désigner le discours, par exemple, de la plupart des médias? Je n'entre pas dans le détail, je crois que vous voyez, j'imagine ce que je veux dire. De même, quand vous évoquez le fait que la majorité des Français ont élu pendant 10 ans des gens qui ensuite ont pratiqué la baisse des impôts, est-ce que ça n'est pas un petit peu, la rapidité du propos, je sais bien, mais évacuer le débat des idées, voire la lutte des idées? C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que les Français ont voté parce que je paie 500 € d'impôts, maintenant j'en paierai plus que 450. Et donc, bien entendu, en se faisant un petit peu abuser, en clair, est-ce qu'on peut vraiment évacuer l'idéologie d'un domaine tel que celui que vous évoquez? Alors, moi, je prétends pas dire des choses neutres du tout. Vous l'avez bien senti à défaut de me le voir assumer, mais en même temps, l'idéologie pour moi, ce serait de dire, de ramener toute cette collection de faits que j'ai exposés à un isme quelconque, un sarkozysme par exemple. Bon, c'est ce qu'on a fait depuis 5 ans, hein, y compris dans le monde des gens dont je suis le plus proche. J'ai entendu tous les jours depuis 5 ans, c'est l'idéologie de l'argent. Bon. Et on a fini par croire à cette sottise selon laquelle le sarkozysme serait la cause du problème. Mais le sarkozysme est au moins autant l'effet de la dynamique que sa cause. Et il est arrivé, c'est un bouchon flottant à la surface de la mer, le sarkozysme. Vous comprenez ce que je veux dire? Le sarkozysme, je n'ai pas parlé de... C'est un bouchon d'abord, mais flottant tout de même. Bien. Donc, dans ce sens-là, vous voyez, je prétends que ce que je dis est à distance d'une lecture idéologique du monde, c'est-à-dire d'une grande représentation des causes et des effets qui conduiraient là où on se trouve. Voilà. C'est une manière de dire le président des riches a tout de même été élu par une majorité de Français. Il n'a pas été élu que par des riches. Le problème est plus profond que ça, si vous voulez. Il n'y a pas une caste qui s'est organisée pour faire main basse sur la caisse. Et bien sûr qu'il y a des gens qui profitent de la situation et qui sont très organisés pour ça. Mais, je veux dire, il y a 30 ans, ils ne le faisaient pas parce que la société ne le tolérait pas. Bon. Donc le problème est plus profond que ça. C'est ça que je veux dire. Et l'idéologie me semble être, ou alors c'est une mauvaise caractérisation de ma part, trop superficielle pour rendre compte des mécanismes que j'essaye de raconter. Bon, mais c'est peut-être un malentendu sur le mot lui-même. Monsieur, vous vouliez... Non ? Allô ? Oui. Il y a une question là-bas, Jacques Brouwer. Je voudrais juste intervenir par rapport à la France et à la période de basculement. Moi, je me souviens, comme beaucoup d'entre vous sans doute, d'Yves Montand en 87, je crois. Vive la crise. On était en pleine gauche à ce moment-là. Et là, il y a eu un basculement idéologique parce que, idéologiquement, on disait on va libérer les forces productives du privé, hein, et on va faire en sorte que tout le monde va être gagnant. C'était en 87. À partir de là, c'est annoncer des politiques où on remettait en cause, je crois, le rapport de chaque individu à son travail à travers les appartenances. Appartenance de la fonction publique. Quand on s'engageait dans la fonction publique, on ne voyait pas la carrière ou l'argent, etc. On voyait qu'on appartenait à quelque chose qui était utile socialement. Toute bagarre contre la fonction publique a entamé, et même on a détérioré même la vocation, entre guillemets, par rapport à la fonction publique. Dans le privé, les grandes entreprises avaient une culture d'entreprise, et ça a été cassé par la financiarisation. Alors maintenant, je suis pas d'accord, enfin je suis d'accord avec vous essentiellement, mais actuellement c'est insupportable maintenant. Rue du Calvaire, une dame bien vêtue
devant un pauvre qui tendait la main, dit « Oh ben vous les pauvres, on en a marre de vous. » Texto. Et au même moment, vous avez des gens qui sont dans la précarisation absolue, les Roms, etc. Bon. Et là, qu'on le veuille ou non, ça interpelle réellement nos enfants, nos petits-enfants. Et on est arrivé à un niveau, je crois, d'indignation. On va bien voir ce que ça va faire, mais je ne crois pas qu'on puisse penser que le système va fonctionner comme ça. Il va bien falloir un nouveau consensus social. Payer plus d'impôts, etc. Les gens ne vont pas accepter que leurs enfants ou leurs petits-enfants, comme ça, tombent dans la précarisation sans que ça réagisse. Et c'est là-dessus ma question, c'est comment on pourrait trouver les conditions d'un nouveau consensus social. Est-ce que c'est au niveau français? Est-ce que c'est au niveau européen? Est-ce que c'est au niveau mondial? Point d'interrogation. Niveau français en quelques années, niveau européen en quelques décennies, niveau mondial en quelques millénaires, vous voyez. Donc, selon la patience que vous avez, la réponse est plus ou moins satisfaisante. Très sérieusement, moi je suis très sensible à ce type d'exemple. La bourgeoise cossue qui engueule le pauvre, etc. C'est des signaux faibles, mais vous savez, quand on s'intéresse à la société, on ramasse tous les signaux. Et puis après on voit, on cherche le système le plus cohérent pour les mettre ensemble. Je pense que nos sociétés sont sur une pente d'aigrissement des rapports sociaux. Bon. Et moins les possibilités sont nombreuses et crédible de passer d'une catégorie sociale à une autre, pour nos enfants ou pour nous-mêmes, plus les classes sociales ou les catégories sociales se regardent comme des espèces différentes les unes des autres. Ça, c'est une espèce de mécanique implacable. Bon. Quand j'ai écrit ce livre, je pensais beaucoup à ce qu'écrivait Marc Bloch dans L'étrange défaite sur la société française des années 30. Et il disait, voilà, c'était quand même une société où les catégories se vivaient comme des espèces différentes les unes des autres. Et où, évidemment, les bourgeois avaient toujours en tête le bon pauvre de Madame de Ségur, mais le vrai pauvre les faisait chier, quoi. Le vrai pauvre ne sentait pas bon, le vrai pauvre était suspect de paresse, d'alcoolisme, de la délinquance des faubourgs. Ils avaient tout ça en tête. Bon. Et le pauvre, sous l'œil de l'ingénieur d'usine, c'était de la force de travail, et sous l'œil des états-majors en campagne, c'était du matériel humain. Donc voilà les rapports sociaux de l'ancienne société. Et évidemment, pour les gens du bas de la société, sitôt que la crise pointait le bout de son nez, que les conditions devenaient plus difficiles, les appels à la révolte trouvaient des partants, trouvaient des gens pour répondre, parce que ces rapports sociaux étaient brutaux. Bon. Et je ne crois pas impossible qu'on vive dans les années qui viennent une brutalisation progressive des rapports sociaux si rien n'est fait. Ce n'est pas impossible du tout. Bon. Et c'est pourquoi des sujets comme ceux qu'on voit monter, la méfiance à l'égard de l'assistanat, le soupçon de la paresse du pauvre, tout ce qui a constitué, je veux dire, le vieux discours conservateur sur la culture de la pauvreté, que ce soit aux États-Unis ou chez nous, tout ça, il faut bien voir que c'est pas simplement, il ne faut pas juste se demander si c'est vrai ou faux, il faut regarder où ça va. Bon, ça prend la direction de sociétés qui sont des sociétés de tranchées. Voilà, de tranchées. Vous prenez le mot dans tous les sens que vous voulez, il fonctionne. Et ça, je crois qu'il faut effectivement... Bon, alors après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au niveau national, on peut faire des choses. Moi, je pense c'est faux de penser qu'on ne peut rien faire. Je pense que le débat qui aujourd'hui traverse beaucoup les milieux d'expertise sur les politiques sociales, entre les politiques sociales d'équité et les politiques sociales universelles, est un débat qui tient peut-être la réponse à votre question. Un des problèmes de nos sociétés, c'est qu'il y a des catégories sociales qui ont le sentiment de ne plus vivre une histoire commune avec les autres. Les classes moyennes ont le sentiment que les gens d'en bas sont trop aidés, que les gens d'en haut sont trop riches, et qu'elles sont au milieu du gué à payer des impôts et à ne rien recevoir. Bon. Elles se trompent
assez largement. Mais c'est comme ça, elles ont ce sentiment, toutes les enquêtes le montrent. Il faut faire quelque chose contre ça. C'est très toxique d'avoir un milieu social tout de même aussi important démographiquement aujourd'hui qui a ce sentiment d'être la poire du système, quoi. C'est le syndrome de la poire. C'est le résultat aussi des politiques sociales ciblées, des politiques sociales d'équité qu'on a accumulées depuis des années et des années. On l'a fait, on a bien fait de le faire. Les ZEP, c'était bien, je pense. Il fallait donner plus à ceux qui ont moins. Bon. Et en même temps, ce faisant, on a d'une part stigmatisé des populations bénéficiaires de ces politiques, mais on a aussi donné le sentiment aux autres que rien n'était fait pour eux. Il serait peut-être bon de penser une ou deux politiques sociales universelles dans ce pays pour donner aux classes moyennes et aux classes populaires le sentiment qu'elles vivent une histoire commune, qu'elles peuvent vivre une histoire commune. Et je pense que le faire sur leurs enfants ne serait pas une mauvaise idée. Voilà. Je pense qu'il y aurait une allocation autonomie pour la jeunesse sous la forme d'un capital formation. Ça coûte 12 milliards, dont 8 par redéploiement. Il faut financer 4 milliards. Mais ça vaut peut-être le coup. Hein. Il y aurait un capital formation égalitaire et universel pour tous les enfants des familles. Ça serait peut-être de nature à désaigrir ou à redonner l'envie d'une histoire commune. Je le dis maladroitement, mais c'est le fond de ma pensée. Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. Je voulais dire quelques mots à propos de l'impôt. Le rôle de l'impôt, en premier, c'est d'abord de fournir des recettes pour l'État, pour les collectivités, pour financer des politiques qui sont votées par les citoyens. Au fur et à mesure que l'impôt s'est développé, il y a eu une sorte de sédimentation et les niches fiscales ne sont pas autre chose, malgré tout, que le résultat des choix politiques, d'orientation politique, que ce soit par exemple en matière familiale, que ce soit en matière de financement des politiques d'environnement. Donc le terme niche fiscale est un terme en soi qui est péjoratif, mais c'est en fait des années et des années de législation où le législateur a voulu orienter les politiques, a voulu orienter les comportements. Aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement tout ça devient une sorte de magma dans lequel il faut chercher ou trouver des recettes complémentaires. Et troisième observation que je voulais faire à propos de l'impôt, c'est que effectivement à partir des années 2000, s'il y a eu un consensus assez large par rapport aux baisses d'impôts, est-ce que ce n'est pas aussi parce que l'impôt est devenu aujourd'hui synonyme de sanction, de pénalisation? Et moi je suis un peu frappé que dans le débat politique, effectivement aujourd'hui, l'impôt est considéré de plus en plus comme un élément de sanction. Et quand on appartient aux classes moyennes, qui effectivement constituent les grosses sources d'impôts, je trouve qu'il y a là quand même une certaine difficulté. On a le sentiment aujourd'hui que les personnes qui payent les impôts, en fait, ils n'ont droit à aucune reconnaissance, aucune gratitude. Donc, je rebondis peut-être un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, il faut qu'il y ait, à ce niveau-là, si on veut avoir des consensus, il faut un minimum de reconnaissance aussi par rapport à ce qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire apporter des ressources à l'État en fonction de ses capacités contributives. Mais aujourd'hui, tout ça me paraît assez largement perdu de vue. C'est pas une question, c'est une remarque. Elle n'appelle pas de... Oui. Allô? Non. Si, ça marche. Pardon. Excusez-moi. Je m'appelle Claire Joanneau et je voulais vous poser une question au rapport entre l'individualisme, qui est monté beaucoup pendant les mêmes années dont vous avez parlé, et la richesse. Et ça fait écho à ce que vous avez dit tout à l'heure qui m'a beaucoup frappée, c'est-à-dire que vous faites le pari que le fétichisme culturel de la richesse est une lame de fond de nos sociétés. Et aujourd'hui, effectivement, dans une période un peu plus difficile et incertaine, on a l'impression qu'il y a quand même une espèce d'aspiration à ce que des valeurs et des comportements plus solidaires ou plus collectifs puissent trouver place parce qu'on commence à subir les méfaits de l'individualisme. Est-ce que ça a un rapport pour vous ou pas? Ça c'est un vrai débat. Alors, pour le coup, sur quelle pente se trouve-t-on?
Voilà. Est-on encore sur la pente du fétichisme de la richesse matérielle? Moi, je crois qu'il faut prendre du recul historique pour comprendre la bizarrerie de l'attachement qu'on porte aux choses dans nos sociétés. C'est bizarre. Très franchement, vous prenez un peu de recul historique, c'est bizarre. C'est presque décevant. Non, mais ça nous paraît naturel. Alors, on voit pas la singularité de ce choix culturel et social. Mais c'est très bizarre. Bon. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est encore sur cette pente du fétichisme culturel de la richesse matérielle. On pourrait faire un pari inverse et, en gros, vous suggérez que peut-être on est en train de basculer et que les gens reviendraient, quoi, d'une certaine manière. On verrait sur le forum démocratique se rechercher des formes de convivialité, un attachement précisément aux liens sociaux beaucoup plus que... Bon. C'est possible, je ne sais pas. Ça, c'est une vraie discussion. Moi, je suis peut-être trop sceptique pour le croire. On peut combiner les attitudes en disant, voilà, comme disait Gramsci, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté, vous voyez. La volonté irait dans votre sens, mais l'intelligence, malheureusement, bon, vous voyez, je souhaite que vous ayez raison, mais j'ai peur que vous ayez tort. Voilà. Il y a encore des questions dans le fond, oui. Jean-Pierre Branchereau, Conseil de développement. Je voudrais revenir sur la façon dont vous avez évacué les idéologies tout à l'heure. Pardon, monsieur, est-ce que je peux vous couper parce que je voulais répondre à autre chose et ça m'est sorti de l'esprit, et je vous redonne la parole tout de suite. Sur l'individualisme, il ne faut pas se tromper, c'est un mot valise. Hein. L'individualisme, c'est très bien. Voilà, moi, je défends l'individualisme, le vrai. L'individualisme, ça a été l'émancipation à l'égard des traditions, à l'égard de sa famille, à l'égard de son milieu social. Je veux dire, le bon libéralisme, le libéralisme moral et politique, a été une dynamique d'émancipation des individus par rapport à ce qu'il est assigné à un destin collectif, à des comportements moutonniers, ritualisés, traditionnels, etc. Mais ce n'est pas cet individualisme qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. On voit se développer un individualisme hors cadre. J'ai dit dans mon livre, c'est Don Juan, moins la statue du commandeur. C'est la conquête sans fin et sans frein. Bon, il n'y a pas de résistance morale à l'individualisme qu'on voit se développer. Il y a une espèce de champ ouvert à la conquête indéfinie des choses. Bon. Moi, je crois que quand on rencontre un riche, il faut lui poser la question que le sage pose à Picrocole. Vous avez rappelé que j'avais fait un livre sur Rabelais. Un jour, Picrocole rencontre un sage sur son chemin qui lui dit « Bon, c'est bien toutes ces conquêtes-là, mais pour faire quoi? À la fin, vous faites quoi ?» Il lui dit « À la fin, je vivrai le verre à la main. » Que ne le faites-vous tout de suite? Bon. Un épisode, en fait, c'est la parodie d'un épisode de la vie de Pyrrhus dans Plutarque qui raconte exactement la même chose. Il y a un moment, il faut poser la question de fond. Voilà. Où s'arrête la course à l'estime? Un jour, vous mourrez, chers amis. Bon. Ce que vous aurez eu sur votre compte en banque comptera peu dans le regard que vous porterez sur votre vie. Il faut poser la question philosophique à la richesse. C'est utile, c'est sain, et si des gens ont une réponse, elle mérite d'être entendue. Mais je fais le pari qu'ils n'en ont pas. C'est cet individualisme-là que moi je mets en cause, si vous voulez. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a un très bon individualisme. On vit dans des sociétés qui sont rationnellement individualistes d'un certain point de vue. Hein, un individualisme d'émancipation. Malheureusement, ce n'est pas celui-là qui est en cause aujourd'hui. Monsieur n'avait pas fini de parler. Je voulais juste rebondir là-dessus. Justement, par rapport à cet échange-là qui me paraît fondamental, c'est souvent ce que je dis à mes enfants, avec lesquels on discute beaucoup de ces choses-là. Je leur ai dit, mais on n'a aucune envie, et je ne vous le souhaite pas, de revenir dans les années 50, où cet individualisme était plus faible. En revanche, je pense quand même que l'individualisme violent que l'on vit aujourd'hui, on en souffre beaucoup.
Et qui donc en fait la question étant de savoir si on va pouvoir faire émerger ça, ou est-ce qu'il faut désespérer d'une vie collective qui puisse être un peu douce longtemps. Jean-Pierre Branchereau. Oui, merci. Je voulais revenir sur la question des idéologies. Vous avez dit que Sarkozy n'avait pas été élu que par les riches, et vous avez raison. Mais justement, c'est pas la première fois qu'on voit les esclaves voter pour leur maître, hein, ou dans l'Ouest, les paysans voter pour leurs propriétaires, voire les ouvriers pour leurs patrons. Et est-ce que vous ne croyez pas que justement, c'est ça la force des idéologies? Je crois que la gauche se rassure à bon compte avec ces histoires. Je vous réponds très franchement. J'entends bien pour Le Pen. Alors. J'entends toute la poésie, le charme et la mémoire sérieuse de la France de l'ouvrier conservateur dans votre question. Et je dois dire qu'on n'est pas à Nantes pour rien. Ça a été un contexte local. En sciences politiques, c'était le grand exemple du Grand Ouest. Bon. Néanmoins, je pense que la gauche se rassure avec ces questions. En gros, au lendemain de ces nombreuses défaites, la gauche se retrouve toujours autour d'un verre en disant « on a perdu parce que le peuple est trop con ». Bon. Ça serait bien la démocratie si on changeait de peuple. Vous voyez ? Et pour ça, il faut des intellectuels éclairés, machin, qui vont le former. Et bon. Moi, je me méfie beaucoup de ça. Je pense que le premier problème de la gauche dans ces lendemains de défaite, c'est d'avouer qu'elle n'a pas de langage pour parler aux catégories populaires. Et que ce n'est pas simplement que les catégories populaires se trompent en votant pour des gens qui vont défendre les intérêts de leur maître. C'est qu'on leur donne rien d'autre à poursuivre. On leur raconte pas un autre monde. Bon. Et je crois que la pauvreté du langage politique de la gauche, encore aujourd'hui, même si demain elle est tout à fait susceptible de gagner, la pauvreté du langage politique de la gauche à destination des classes populaires organise un grand vide, plein de malentendus possibles. Il faut prendre la responsabilité de ces défaites. Et la prendre en la matière, ça veut dire que quand même créer un langage politique à destination de ces populations-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, Marc Pourrier, Conseil de développement. Moi, je voudrais poser une question sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pensez que l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, peut être un atout pour le développement économique, bien qu'on sache que, de toute façon, quand on fait de l'économie sociale et solidaire, on ne sera jamais riche, ou si peu qu'il ne faut pas en parler. Donc, je voudrais avoir votre avis sur cette nouvelle école économique. Écoutez, moi je suis directeur de la rédaction d'Alternative économique, mais aussi directeur général de la coopérative qui édite le titre. Donc je me sens un peu concerné par votre question et je ne vais pas cracher dans la soupe. Je trouve que c'est un magnifique modèle. C'est un modèle très particulier, très dérogatoire aux règles habituelles du capitalisme, puisque dans ce modèle, les salariés sont propriétaires de l'outil de production comme sociétaires, et que la démocratie d'entreprise est poussée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'un salarié ait 0,02% des parts ou qu'il ait 15%, il a une voix dans les instances. Donc c'est très bien. La question c'est, est-ce que c'est généralisable ? Est-ce que c'est une source d'alternative et d'espérance pour le reste du tissu économique ? Lisez le livre de Philippe Frémaux là-dessus, La Nouvelle Alternative. Il a un propos mesuré que je crois très juste. Il y a des secteurs dans lesquels ça prend et ça prend bien et ça peut s'étendre. Il y a des situations où, en gros, quand on dit une usine va mal, on va en faire une coopérative, bonne chance. Bonne chance. Si elle va mal, c'est pas pour rien. Et en général, elle va pas mieux 6 mois plus tard parce qu'on en a fait une coopérative. Et puis, il y a les limites d'un modèle aussi. Quand vous allez bien, tout va bien, vous devenez pas riche, l'entreprise devient riche. Effectivement, parce que les statuts de coopérative vous obligent à réinvestir ou à mettre en réserve impartageable vos bénéfices dans l'outil de production. Donc l'actionnaire repassera, les dividendes versés aux sociétaires seront maigres, par définition. Tout ça est très bien, très beau, parfait. Sauf que le jour où vous avez besoin de vous développer et de lever du capital, c'est une autre paire de manches, d'aller chercher de l'argent dans la poche d'un banquier à qui vous dites « tu me donnes ton fric et je te le rends pas ». T'es d'accord ?
Comprenez? Et vous n'allez en tirer aucun bénéfice ou si peu. Donc, je veux dire, je défends vraiment ce modèle. Je vis dedans, je pense qu'il est bon, je vois toutes ses vertus, mais soyons conscients de ses limites pour ne pas réinventer des illusions magnifiques qui nous conduiront à de grandes déceptions demain. On ne va pas soigner le Jabi en faisant une coopérative comme ça. Ça n'a pas de sens. Il faudrait... Vous avez beau être une coopérative ou une société anonyme classique ou tout ce que vous voulez, un business, c'est un business. Voilà. Il faut que vous ayez une demande, que vous fassiez une offre et qu'il y ait un point de contact entre les deux et que ça fonctionne. Bon. Il faut être bon sur son marché, même si ce n'est pas pour gagner des millions. Il faut être bon sur son marché. Voilà. Oui, moi je voulais revenir sur le consensus social, je crois qu'il y a une chose qui n'a pas été évoquée ce soir, mais c'est peut-être dans l'arrière-pensée, mais qui est quand même importante, c'est que depuis combien de temps on a un taux de chômage aussi élevé qui fait que c'est comme la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie s'est terminée quand il y avait quelqu'un concerné dans chaque famille. Et là, le chômage, chaque famille est concernée. Dans chaque famille, il y a un chômeur ou deux, ou un proche, un enfant, un parent, etc. Et c'est une vraie question, quoi. Et comment rebâtir ce consensus, enfin ce que vous avez appelé, vos propos m'ont beaucoup plu, enfin je veux dire que ne prête pas à controverse, mais la question qui se pose en ce moment, c'est comment retrouver cette harmonie, entre guillemets, possible entre les différentes couches, alors que le chômeur, il se sent un peu de travers, il se sent un peu de côté, bon, même s'il touche un bout de RSA, un bout de machin ou autre, quand il est hors délai normaux d'indemnisation par rapport à sa caisse d'origine, comment on récupère, comment on retrouve ça? Pôle emploi, à mon avis, le pauvre Paul, il y peut même. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous quand vous dites, ça y est, il y a un chômeur dans toutes les familles. Il y a un chômeur potentiel dans toutes les familles. Ça, c'est vrai. On peut regarder le chômeur comme un possible soi-même. Mais ça change beaucoup la perspective. Mais quand vous regardez l'exposition au risque d'emploi, comme disent les statisticiens, elle est très inégalement distribuée dans la population. Les cadres ont une très faible exposition. Tous ceux qui ont un niveau de diplôme relativement élevé ont une très faible exposition au chômage. Je veux dire, il y a une inégalité de la distribution du risque d'emploi très forte dans la société aujourd'hui. Les classes moyennes sont très faiblement exposées au chômage aujourd'hui, quoi qu'elles en pensent. Hein. Non, j'ai regardé les données, je peux vous assurer, l'exposition au chômage des professions intermédiaires du privé et du public, je laisse de côté, ça n'a pas de sens, mais du privé, elle est très faible. Bon. Elle est croissante dans le temps, en tendance, mais quand vous la comparez aux ouvriers, aux employés, c'est incommensurable. Donc, il n'y a pas encore un chômeur dans toutes les familles de soi loué. Il y a des sociétés où il y a un chômeur dans toutes les familles. En Espagne, plus de 20% de la population active au chômage, là, c'est le double de ce que c'est en France. Ça veut dire que être jeune, c'est être chômeur. Bon, d'entrée. Hein. On n'est pas dans ces situations-là encore aujourd'hui. Et j'espère qu'il ne faudra pas y venir pour qu'une réaction se fasse jour. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis venu vous parler des riches, pas des chômeurs. André Hubert-Ménard, oui. Oui, André Hubert-Ménard, donc Conseil de développement. Je trouve très intéressant le débat de ce soir et votre rapport en particulier. Cependant, j'ai encore envie de souligner certaines choses. D'abord, la richesse et le patrimoine sont des mots extrêmement riches, si j'ose dire, mais ambigus. Et finalement, quelle richesse? Et la richesse, ce n'est pas uniquement la richesse financière et la richesse patrimoniale. C'est également le bien commun, c'est également l'environnement, les paysages, la culture. Je rappellerai d'ailleurs
que dans la notion d'héritier, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits autour de la notion d'héritier. Ceux d'Edgar Morin, par exemple, il s'agit bien d'héritiers culturels. Donc, je pense qu'il faut élargir le débat considérablement. Les richesses sont innombrables et pas uniquement le revenu et le patrimoine. Le patrimoine lui-même est extrêmement complexe et il ne s'agit pas uniquement du patrimoine financier. Le patrimoine familial, j'en sais quelque chose, et beaucoup d'entre nous ici en savent quelque chose, ce n'est pas un patrimoine économique, forcément. C'est très souvent même de vieilles demeures de famille qui coûtent très cher, beaucoup plus cher qu'elles ne rapportent, et qui coûteraient infiniment moins cher si on les vendait, etc., etc. Donc, je pense que véritablement, il faut réintroduire l'idéologie et la culture dans un débat pareil. Sur le plan de l'idéologie, je dirais d'ailleurs qu'il y a des convergences très fortes entre des personnes aussi importantes et toujours d'actualité, qui sont le Christ, Mahomet et Marx. Il n'y a de richesse que l'homme. Voilà, ce sera tout. Je connaissais la même formule sous la signature de Jean Bodin, qui est plus laïque, mais je vous rejoins à travers un masque. Non, bien sûr, il y a d'autres formes de richesse, mais moi, je ne suis pas compétent sur tout, si vous voulez. Donc, je suis venu vous parler de celle que je connais un peu. Et puis, il y a une grande différence entre les choses qu'on peut mesurer et les choses qu'on ne peut pas mesurer. Donc, je suis venu vous parler de choses qu'on peut mesurer. Vous évoquez des ordres de grandeur qui sont incommensurables. Bon. Donc, moi, je vous écoute, mais c'est pas... pour rester dans un registre religieux, ce n'est pas mon karma. Non, mais l'attachement à une vieille demeure familiale, ça vaut combien en euros? Je ne sais pas le dire. Donc, je suis venu vous parler de choses mesurables. Vous voyez, vous évoquez des ordres de grandeur qui sont incommensurables. Qui sont... Non, vous ne pouvez pas mesurer l'attachement affectif des gens à une maison. Je veux dire, moi, je ne sais pas faire ça. Il y a encore une question au fond, je crois. Oui, bonjour. C'est par rapport à la lame de fond dont vous parliez tout à l'heure et avec laquelle, pour l'essentiel, je suis d'accord. Je voudrais quand même faire deux objections auxquelles je pense qu'ils ne sont pas du tout de même niveau et de même nature. Une première objection qui consisterait à dire, malgré tout ce mouvement, est-ce qu'on ne peut pas le situer à la fois politiquement, même géographiquement? C'est l'ultralibéralisme qui commence avec quand même l'ère Thatcher, Reagan, etc. et qui, il faut bien le dire aussi, assez paradoxalement, a quand même été repris en France à l'époque des années 80, c'est-à-dire à l'époque Mitterrand, de la gauche, un petit peu de la même façon, c'est-à-dire, je prendrai deux exemples. Les questions sociales sont devenues des questions sociétales, beaucoup, bon, SOS Racisme, etc. Et puis d'autre part, autre symbole aussi, on a quand même présenté Bernard Tapie comme une sorte de modèle de réussite. Hein. Donc là, on a quand même tous ces symptômes, mais qui relèvent quand même aussi de choix politiques, et peut-être pas de cette question de lame de fond. Donc ça, c'est la première objection. Une deuxième objection, qui ne se situe pas du tout au même niveau. Comment vous situez cette lame de fond par rapport aux analyses de Tocqueville, qui voit effectivement dans la démocratie, c'est-à-dire qui n'est pas un gouvernement politique, mais un régime social de la modernité, la passion égalitaire. C'est-à-dire que c'est là cette passion égalitaire qui constitue la lame de fond qui va je dirais, tout emporter. Donc, comment expliquer, disons, voilà, à la fois ce grand mouvement démocratique et cette lame de fond, effectivement, de tout d'un coup, l'apparition à la fois non seulement des riches, mais des riches comme une catégorie qui est présentée un petit peu comme à part. Alors, sur la première question, moi, si j'essaye de me raconter les choses avec des mots comme néolibéralisme, ultralibéralisme, j'y comprends rien. C'est la grande installation du brouillard. Alors peut-être que j'arriverai aux mêmes conclusions que vous, mais où sont les causes? Comment c'est? Je ne l'ai pas développé ce soir, mais je crois beaucoup que la racine du problème est dans le développement d'un capitalisme patrimonial. Bon. Comment s'est développée cette chose-là? Est-ce qu'elle s'est développée
à partir des politiques publiques ou est-ce qu'elle s'est développée dans les entreprises elles-mêmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais l'hypothèse que l'histoire économique dont on discute ce soir certaines des conséquences, cette histoire économique, elle résulte de la recherche des moyens d'enrichir les détenteurs de capital en situation de croissance lente. C'est ça l'équation qu'il faut résoudre au début des années 80 et dans les années 90, aux États-Unis d'abord, puis en Europe. Comment on s'organise pour que, alors qu'il n'y a pas de croissance ou une croissance très faible, les détenteurs de capital puissent continuer à tirer des bénéfices de l'activité économique. Je ne sais pas si ça, on peut appeler ça l'ultralibéralisme. Je ne sais pas. Après, je sais qu'effectivement, des politiques publiques de type libéral sont venues accompagner le mouvement. Mais fondamentalement, à mon sens, la cause, elle est là. Et j'arrive pas à lui donner une étiquette idéologique. J'ai besoin de comprendre le mécanisme initial qui a déclenché ça. On est sorti d'un capitalisme managérial à actionnariat dispersé et à actionnaire faible, et on est entré dans un capitalisme patrimonial à actionnaire fort, en dépit de la dispersion de l'actionnariat. C'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Hein. Bon. En fait, le facteur sans doute le plus décisif pour les ultra-riches de cette histoire, c'est l'inflation des actifs qui a été organisée tout au long de cette période. Oui, mais enfin, organisée pas depuis l'Élysée. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Pas depuis des idéologies et des politiques. Depuis les agents du business au quotidien. Si vous voulez. Je pense que les hommes ont écrit une histoire sans savoir l'histoire qu'ils écrivaient, pour paraphraser Hegel. Et qu'il vaut mieux se la raconter sans étiquette pour essayer de la comprendre, quitte à mettre une étiquette à la fin en disant le résultat est ceci ou cela. Qu'on ait abandonné des questions sociales pour s'intéresser à des questions sociétales, c'est l'écume des choses par rapport à ce que je viens de raconter. C'est effectivement discutable, critiquable, tout ce que vous voulez, mais c'est l'écume des choses. C'est bon. Sur l'autre facteur, comment je concilie la sociologie tocquevillienne de la démocratie et cet individualisme hors cadre qui aurait nourri... Bon, ben, je ne le concilie pas parce que... Je ne peux recevoir aucune injonction d'accepter la sociologie tocquevillienne comme... Donc, voilà, je le concilie pas et ça me pose pas de problème, si vous voulez. Je pars pas du principe que les sociétés démocratiques sont puissamment égalitaires, habitées d'une passion de l'égalité, qui chez Tocqueville d'ailleurs est souvent une passion descendante, hein, et pas une passion ascendante. Or, dans notre histoire française en tout cas, la passion égalitaire a été une passion ascendante. Et c'est sans doute ce qui différencie notre imaginaire de l'égalité de l'imaginaire américain de l'égalité. Et c'est sans doute ce qui différencie aussi notre histoire vécue de ce qu'imaginait Tocqueville à l'époque où il écrivait. Il y a un très beau texte qui s'appelle Harsh Justice, qui porte sur la manière dont on exerce les peines de part et d'autre de l'Atlantique, de James Whitman, qui est un juriste et historien du droit, qui dit « S'il y a un durcissement pénal outre-Atlantique et un adoucissement pénal sur le long terme en Europe, c'est parce que les conceptions de l'égalité ne sont pas les mêmes. L'égalité en Europe est une égalité ascendante. C'est vous montrez tous en première classe. Hein, c'est vous serez tous des maîtres. C'est yes. Vous aurez tous le droit d'avoir la tête tranchée si vous êtes condamné à mort. Hein, c'était réservé aux nobles. Bon, vous montrez tous, vous serez tous des aristocrates. C'était ça la promesse égalitaire révolutionnaire en France. Évidemment, ça n'a pas pris cette forme-là. Mais l'idée d'égalité était une égalité de promotion pour tous. Alors que l'idée américaine de l'égalité, et qu'on retrouve à mon avis dans la sociologie tocquevillienne de la démocratie, c'est une égalité, je dirais plus protestante, j'y vais d'un gros mot, hein, mais plus plébéienne de l'égalité, et plus descendante. Voilà. J'ai cette réaction, elle est un peu improvisée, mais ce n'était pas mon souci d'ailleurs de chercher un point de contact avec Tocqueville. Mais voilà. Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'on s'arrête sur Tocqueville? Bon, bah écoutez, il reste qu'à remercier Thierry Pech. Merci à vous. Vous pouvez acheter son livre à la sortie.
Mais aussi Place Publique. Et aussi Place Publique. Qui et est un exemple aussi consacré et un aux cas riches. concret sur la région nantaise, avec savoir qui sont les riches et où sont les riches, à partir de travaux d'historiens, de sociologues et de géographes. Il y a leur adresse dans la revue. Ça, c'est une pub, vous allez voir. Et dernier détail, on se retrouvera pour le prochain numéro de Questions publiques le 12 avril, où on recevra Pascal Pic, qui a écrit un livre très intéressant, L'homme est-il un grand singe politique? C'est un peu Alain Duhamel chez les chimpanzés, mais c'est un livre très intéressant et on le recevra le 12 avril, voilà, au même endroit.